Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 6e numéro de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Après avoir parcouru dans les grandes lignes les perceptions du handicap par les mythologies et les croyances, ouvrons avec cette vidéo un nouveau chapitre abordant le regard des sciences sur cette vaste question. De l'Antiquité à nos jours, que ce soit dans la médecine, la biologie ou encore la recherche naturaliste, bien des hypothèses se sont succédées pour expliquer, voire curer, les corps atypiques. Les corps, mais aussi les esprits, puisque nous consacrerons 2 futurs épisodes à des éléments d'histoire des maladies psy et de la psychiatrie. Je précise que je n'ai pas de formation scientifique approfondie, seulement quelques connaissances acquises au fil de mes pérégrinations dans l'univers de la vulgarisation, notamment en histoire des sciences. Autant dire que j'ai dans mon escarcelle quelques savoirs basique, simple, basique. Aussi resterons-nous, pour les 6 prochains épisodes, sur des considérations basique, simple, basique, mais que j'espère tout de même enrichissantes. Pour cet opus, embarquons une nouvelle fois vers l'Antiquité. L'infirmité a longtemps été appréhendée par le surnaturel, parfois encore aujourd'hui à travers certaines approches ultra-religieuses, voire superstitieuses. Nous avons illustré la chose au cours des précédents épisodes. Le dernier abordait le regard porté par le judaïsme, l'islam ou encore le bouddhisme sur le rôle que jouerait le handicap ici-bas. Mais à présent, laissons de côté les dieux, les mauvais esprits, les lois de l'attraction et autres concepts spirituels. Observons comment, déjà il y a plus de 2000 ans, les intellectuels s'y sont pris pour tenter d'expliquer les maladies sans référence au surnaturel. Car oui, il ne faudrait pas croire que, lors d'anciennes périodes certes très empreintes de pensée mystique, jamais personne n'aurait pour autant essayé de comprendre les phénomènes d'un point de vue matérialiste et rationnel. Chassons de nous cette idée d'une rupture nette à un instant T, à un siècle précis, avec la pensée magique, pour se diriger exclusivement vers la science. Bien sûr, la science n'a fait que gagner du terrain, et en l'espace de moins de 2 siècles, l'humanité a fait des progrès colossaux dans absolument tous les domaines. Néanmoins, science et croyance cohabitent toujours. J'ose même dire que ces dernières années, nous assistons à un effarant rebond de New Age, d'ésotérisme et de religiosité dans ses formes les plus intégristes. Méfions-nous donc d'une lecture simpliste de l'histoire et d'une approche téléologique des choses, autrement dit, d'une idée selon laquelle une finalité, une intentionnalité présiderait à ce qui arrive, et que dès lors, l'histoire avancerait en ligne ascendante vers le progrès, l'émancipation, etc. Les rapports de causalité, au fil des siècles, sont tellement plus complexes qu'une vision opposant d'une part les épouvantables ères fort lointaines, et d'autre part, les siècles de plus en plus sages que l'on vivrait depuis le 18e. Sur ce petit préambule, entrons dans le vif du sujet. Au cours de la période gréco-latine, Pline et Aristote ont avancé des hypothèses quant aux naissances d'enfants malformés. Ils mettent en cause l'état plus ou moins défectueux de la semence lors de l'accouplement. Aristote est tout particulièrement resté dans les esprits comme la grande figure d'autorité à laquelle il fallait se référer dans pratiquement tous les domaines, littérature, philosophie, physique, cosmologie, histoire naturelle, et ce jusqu'au XVIIe siècle. Je dirais même plus. L'aura d'Aristote a été telle qu'une formule latine consacrée disait comme argument d'autorité « Aristoteles dixit ». En bon français, Aristote l'a dit, poète, ferme ta boîte à camembert. Un genre de variante universitaire du « Jacques a dit ». Très bien, mais qu'est-ce qu'il a dit Aristote ? Eh bien, Aristote a dit, au livre 4 de son ouvrage « De la génération des animaux », à propos des naissances d'individus difformes par rapport aux normes de leur espèce, le monstre n'est pas nécessaire en vertu de la cause en vue de quoi, c'est-à-dire de la cause finale, mais il est nécessaire par accident. Le monstre est seulement une étape dans le cours ordinaire de la nature. En somme, dans les curiosités humaines ou animales, Aristote ne voit pas un quelconque signe surnaturel, ni telle ou telle intention céleste. À ses yeux, les infirmités sont des accidents de la nature, des échecs. Néanmoins, ce sont des échecs nécessaires. Ils signifient en effet que la nature travaille à atteindre une forme idéale, la plus efficace et réussie, mais que cet état optimal des choses ne peut pas être en permanence atteint en chaque créature. D'une part, parce que si le but était en permanence atteint dans la réussite de tout individu, alors ce but s'atteindrait en permanence, et donc ce ne serait plus un but.
et d'autre part parce que les loupés sont autant d'étapes dans le travail de la nature vers l'essence optimale des choses. Non, pas cette essence-là, mais celle qui se réfère à la nature d'un objet, l'ensemble des propriétés qui font qu'un objet est ce qu'il est, ses caractéristiques fondamentales. Et Aristote de préciser un peu plus loin dans ce même livre, ces difformités se rencontrent également à l'intérieur du corps, où certains viscères viennent à manquer, ou bien à être difformes, ou ils sont en surnombre, ou ils sont changés de place. Pour lui, la nature est à la fois forme et matière. La forme désigne la finalité qui ordonne le tout, mais elle a besoin de matière pour prendre corps. C'est donc cette matière, parfois défectueuse, qui donnerait des créatures imparfaites en fonction des qualités de la semence. Au livre 1er, cette fois-ci, nous pouvons lire « Il y a, en ce qui concerne le sperme, des différences d'espèce à espèce. Il y en a de non moins grandes dans la même espèce pour des êtres homogènes, d'un individu à un autre individu, par exemple d'un homme à un homme, d'une vigne à une vigne, etc. Car tantôt la semence est abondante, tantôt il y en a que très peu, parfois même il n'y en a pas du tout. Autrement dit, des infirmités viendraient de trop de sperme ou au contraire d'un manque. Par ailleurs, il faut savoir qu'à l'Antiquité, l'on pensait qu'il existait une semence masculine et une semence féminine, et que toutes les deux influaient sur l'individu à naître. Aristote répartit ainsi les rôles de la semence masculine et de la semence féminine au livre 2, chapitre 6. Quand la sécrétion de la femme contenue dans la matrice a pris quelque consistance, sous l'action de la semence du mâle, cette semence y produit quelque chose qui ressemble beaucoup à l'action de la pressure sur le lait. La pressure est un lait contenant de la chaleur vitale qui réunit en une seule masse toute la matière identique pour la solidifier. D'autres hypothèses antiques ont été avancées à propos de la naissance d'individus hors normes, comme le mélange interespèces. Pline dans son Histoire naturelle, Tite-Live ou encore Valère Maxime dans Des faits et des paroles mémorables classent pêle-mêle parmi les prodiges des phénomènes météorologiques tels que la grêle, des faits surnaturels comme par exemple des animaux qui auraient parlé, et des naissances d'enfants atypiques qui restent muets ou aveugles, ou encore des enfants présentant de telles malformations qu'on les prend pour des hybrides, résultat de relations bestiales. Mais Aristote et Lucrèce ramènent un peu de sérieux dans tout ça, merci à eux, en démontrant l'invraisemblance de tels accouplements à cause du temps de gestation qui varie selon les espèces. Des enfants aux allures de singes ou de serpents par exemple ne sont jamais ce que l'on en dit, ils n'en ont que la ressemblance. Lucrèce, quant à lui, écrit dans De la nature « Certes, la terre contenait un grand nombre de germes différents à l'époque où elle produisit les premiers êtres animés, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle ait pu créer des espèces hybrides, des corps aux membres disparates. » D'autres penseurs relient la naissance d'infirmes aux impressions maternelles pendant la grossesse. Ainsi, Soranos d'Éphèse les attribue au fait que la mère aurait été effrayée par quelque chose, et il conseille également d'arriver sobre au rapport sexuel, car les visions extravagantes et l'ivresse pourraient causer un handicap. L'idée de frontière floue entre les humains et les autres animaux est néanmoins une idée bien implantée dans l'Antiquité. Il en est par exemple question à propos de la surdité et du mutisme, et ce, même chez ce bon vieil Aristote. À ces époques, l'humanité des sourds était niée à cause de leur prétendue incapacité à communiquer, alors qu'il existe bien d'autres formes de communication que la parole. Il semble que les sourds n'aient pas fait l'objet d'élimination systématique, du fait de l'invisibilité de leur handicap, mais leur statut était inférieur à celui du citoyen. Aristote écrit à leur propos dans « Histoire des animaux », oui, c'est dire dans quelle catégorie il les classe, « Les sourds de naissance sont tous muets, ils émettent des sons mais n'ont pas de langage. » Erreur évidemment, car ils peuvent signer, et le langage ne se limite pas qu'à la parole. Seulement, dans la pensée grecque, la parole est supérieure et tenue pour condition sine qua non du logos, concept qui désigne le verbe, la parole créatrice et intelligente. Les sourds sont donc exclus de la cité et même rapprochés des barbares, mot qui, dans la mentalité grecque, renvoie à un langage incompréhensible comme celui des oiseaux, voire langage inexistant. Qu'en est-il, pour terminer, des handicaps psychiques? Ils sont méconnus et on a longtemps parlé d'aliénés ou de troubles des humeurs. Cela fait référence à la théorie portée notamment par Galien. « Eh dis donc Jamy, qu'est-ce que c'est la théorie des humeurs ?» Eh bien Fred, cela est très simple. Cette théorie veut que tout le corps, mais aussi l'esprit, fonctionne sur le bon équilibre de 4 humeurs, la bile noire, la bile jaune, le sang et la lymphe.
Chacune d'elles est liée à un état chaud, froid, humide, sec, mais aussi aux 4 éléments et aux astres. Mars, Jupiter, la Lune, Mercure. Le corps serait un cosmos miniature. Dès lors, un déséquilibre des humeurs crée des dégâts, d'où les expressions flegmatique, bilieux ou encore être déséquilibré. On élabore même des régimes alimentaires prétendant soigner des troubles psychiques ou physiques en fonction des denrées jugées capables d'influencer telle ou telle humeur. Par exemple, si vous êtes nerveux, à en croire ce schéma, vous rééquilibrerez avec des aliments favorisant le sang, du côté du chaud et de l'humide, gingembre, huile, dattes, oignons. Un autre traitement très ancien, côté psy, était la trépanation. Oui, tout de suite, c'est nettement plus brutal que les cures d'huile. L'idée est de percer le crâne pour laisser s'enfuir le mal. On en retrouve des traces il y a 14 000 ans dans tous les continents. Ici, la médecine rejoint le religieux. L'on pensait traiter ainsi les lésions traumatiques ou encore les épilepsies. Après la trépanation, les praticiens essayaient de refermer le crâne avec des plaques en cuivre ou des pansements végétaux. Enfin, des drogues comme le chanvre et l'opium servaient contre certaines crises. L'on peut dire en conclusion que nombre de ces idées antiques ont marqué la science parfois jusqu'au XVIIIe siècle. Pensons à Molière qui s'est abondamment moqué des médecins et de la théorie des humeurs. Molière qui se retournerait dans sa tombe s'il savait que de nos jours, ce genre de théories font leur grand retour dans le monde merveilleux de la pseudoscience en ligne. La charlatane vitaliste Irène Grosjean, décédée récemment, trouvait très sérieux de se référer au déséquilibre des humeurs pour vendre ses poudres de perlimpinpin. Même topo pour sa fille Nelly Grosjean ou pour le gourou Thierry Casasnovas. Il y a un petit elfe là qui nous regarde là, il doit se dire... Ils sont en train de parler de quoi là? Dans le prochain épisode, nous ferons un grand bond jusqu'au XVIe siècle, période qui a eu un goût très prononcé pour l'étude des phénomènes humains. Je vous remercie pour votre attention, vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à partager et liker cette série. Portez-vous bien, ciao!